Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de House of the Dragon saison 2 après la maudite saison 8 de Game of Thrones, cette saison qui a détruit tous les fans, moi le premier. Eh bien nous avons eu espoir avec House of the Dragon, puisque les réalisateurs qui étaient à l'œuvre sur Game of Thrones ont voulu perpétuer l'univers de George R. R. Martin. C'est surtout HBO qui a voulu perpétuer cette poule aux œufs d'or et se faire beaucoup plus de sous, on va pas se mentir. Mais il y avait des réals qui avaient une vraie envie de continuer cet univers qu'ils aimaient tant. Et on nous a promis le meilleur en récit de ce qu'il y avait dans Game of Thrones avec le meilleur de son action. Et c'est vrai qu'on a eu tout ça. Et House of the Dragon saison 1, qui nous parlait de l'âge d'or des Targaryens, qui nous parlait de Viserys, qui nous montrait toute cette famille, et presque toute la saison 1 se focalise sur les Targaryens sans qu'on ait les familles Lannister, etc., qui viennent réellement dans l'enjeu, dans les récits. Alors ils sont là, on les entend leur nom, mais pour l'instant ils n'ont pas beaucoup d'intrigue et pas beaucoup de place. Donc la première saison c'était ça, c'était on s'occupe des Targaryens et qui peut détruire un Targaryen lui-même, et qui va faire que plus jamais leur famille un jour n'existera. Hormis Daenerys Targaryen, etc., tout ce qu'on sait. Ils vont amener l'extinction de leur famille. C'est triste à mourir, mais c'est magnifique. Ça demande des récits, mais sublimes. Et moi qui ai lu House of the Dragon, qui ai lu Feu et Sang, je peux vous dire que le livre de George R. R. Martin, qui cette fois-ci est fini, puisque comparé à Game of Thrones, les showrunners à un moment donné ont dû meubler, ont dû faire sans l'auteur, puisque la série allait plus loin, allait trop vite et que les livres n'étaient pas terminés. Donc ils ont dû se débrouiller à trouver des conclusions pour les personnages. Et effectivement, sans l'auteur, eh ben, ça a cafouillé un petit peu, hein. C'était plus tellement ça. Une fois que l'auteur n'était plus là, après la saison 5, c'est devenu très compliqué pour eux d'être à la hauteur, à l'intelligence qu'amenait George R. R. Martin dans son récit. Donc effectivement, cette saison 8, ça a été la catastrophe. Mais là, on a un livre qui est complet, qui est terminé. Donc là, les réalisateurs de Game of Thrones, qui sont Miguel Sapochnik et Ryan Condal, Miguel Sapochnik, on lui doit la bataille des bâtards, et Ryan Condal, je ne sais pas ce qu'on lui doit comme épisode, je ne vais pas vous mentir. Ils se sont mis sur House of the Dragon, ils ont réussi à faire des personnages féminins très intelligents, à nous montrer les guerres des hommes et la guerre des femmes, les combats des hommes, les combats des femmes, et à nous les rendre fortes et à les rendre forts. Il n'y a pas quelqu'un qui domine l'un ou l'autre, les deux se complètent. Et c'est ça qui est fort avec House of the Dragon. C'est le talent qu'ils ont pour amener tout cela. Et avec plus de 100 millions de dollars, parce que c'est certain que la série vaut beaucoup plus que 100 millions de dollars. Je vais vous donner les chiffres, je, je vais vous faire une petite note pour cela. Mais la série, c'est grandiose, mais on est habitué à cela. C'était la promesse qu'avait fait HBO et Game of Thrones depuis le début, c'est-à-dire que les décors, c'est toujours quelque chose de somptueux. On a toujours des costumes qui ont clairement de la gueule, une photographie qui est en lumière naturelle, qui est toujours sublime, des plans qui sont toujours soignés, et des comédiens qui valent le détour. Et là, réellement, bravo à eux, parce que les gamins dans cette série sont incroyables. Et Emma Darcy, qui est Rhaenyra adulte, avec ce premier épisode de cette saison 2, il faut encaisser, hein, parce que là, vous lui donnez un Emmy tout de suite. Et l'Emmy, c'est la récompense pour les séries. C'est comme les Oscars, mais là, c'est le trophée qu'on donne pour les acteurs. Donc, c'est les Emmy Awards. Et là, donnez-le tout de suite à Emma Darcy, avec ce qu'elle fait en premier épisode, avec la peine qu'elle a, avec la souffrance qu'elle montre à l'image, mais elle est remarquable. Et bravo à eux de faire aussi bien. Et il faut dire que c'est très compliqué parce que Miguel Sapochnik, il est parti de cette saison 2. Il est parti pour des conflits d'intérêts avec HBO. Il voulait mettre sa femme en productrice sur la série. Ils n'ont pas voulu. Il lui a dit qu'il était parti pour de nouveaux projets, etc. C'est pas vrai, il serait resté s'ils avaient accepté. Et moi, à leur place, j'aurais accepté parce que perdre un élément comme celui-ci, c'est très, très, très risqué. Surtout quand on veut que la poule aux œufs d'or continue à être quelque chose de qualité et est-ce que les spectateurs le voient.
Et si on n'a pas des showrunners qui sont bons, on a vu ce que ça donnait. Donc moi j'aurais gardé Miguel Sapochnik et je ne l'aurais pas viré. Reste que le premier épisode marche très bien. Il est réalisé par Alan Taylor, qui est quelqu'un qui a réalisé des épisodes pour Son of Anarchy, qui a fait beaucoup de très bons épisodes pour beaucoup de séries HBO, The Wire. Voilà, c'est pas un débutant et c'est clairement un pro. Il a fait une erreur, c'est qu'il est allé chez Marvel et quand il est allé chez Marvel, il a fait Thor, le monde des ténèbres. Et ça, je peux vous assurer que le monde des ténèbres, je m'en souviens, il est là. Hein. Ça fait partie des moments où déjà je trouvais que Marvel faisait n'importe quoi. Et j'avais trouvé ça, mais affreux. Donc je suis désolé pour lui, mais ça, c'était pas bon. Mais bon, ici, il est dans un terrain conquis, sur un terrain conquis, pardon. Westeros, ça lui parle. Game of Thrones, ça lui parle. House of the Dragon, c'est la continuité. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi ça se passerait mal? Pourquoi? Bah, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Alors j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet épisode 1. J'avais l'impression d'un cahier des charges. Tel personnage va rencontrer un autre. Il faut qu'on retrouve Corlys vers l'Arion. Donc on a un petit moment avec Corlys. Il faut qu'on revoie Emma Darcy pour sa souffrance. Donc on voit Rhaenyra. Il faut qu'on aille voir Alicent. Donc on voit Alicent. Il faut qu'on aille voir lui. Sans qu'il y ait réellement euh, d'âme. Je trouvais pas le début. Je trouvais que ça faisait très... voilà. On fait ce qu'on nous demande et pas plus. Et à un moment donné, j'ai été pris par l'émotion. Il y a un moment donné où Rhaenyra revient. Et là, il s'est passé quelque chose en moi. Son retour, je dis, je suis enfin à la maison. Alors, je me sentais déjà à la maison. Je me sentais déjà en terrain conquis en voyant la série, en regardant cet épisode 1, mais particulièrement au moment où elle est arrivée, et particulièrement où elle retrouve une aile de dragon et des éléments des habits de son fils. Voilà. Et à partir de là, j'ai dit, je retrouve la série et je suis rassuré. Et c'est vrai que bon, elle est incroyable et ce qu'on nous promet, ça va être grandiose. Moi, j'ai lu le livre, comme je vous l'ai dit, je sais toute la violence qu'il y a dans ce récit. Et George R. R. Martin est un brillant écrivain. Ce qu'il a fait avec ce récit qui devient de plus en plus noir, comment ils vont réussir à l'amener ici, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué d'être à la hauteur des romans. Mais en termes de série, l'épisode marche très bien. Et moi qui ai eu peur au début, je vous avoue que par la suite, c'est allé beaucoup mieux. Et dès qu'elle est à l'écran de façon à me sublimer le tout, mais Olivia Cook qui joue Alicent Hightower adulte, elle est remarquable. L'acteur qui joue le roi, qui, est qui est un roi finalement pas si mauvais que ça. On le voit assez cool avec le peuple, on voit qu'il est c'est pas un tyrannique si vous voulez. Et donc on a quand même de l'attachement pour lui. On n'a pas un camp qu'on déteste. Moi je suis pour les Noirs, je veux que Rhaenyra gagne, mais chez les Verts j'ai beaucoup d'attachement pour eux. J'aime Alicent profondément, j'aime Otto Hightower qui est un manipulateur, la main du roi, mais un mec intelligent qui sait que si une femme venait au pouvoir, le peuple se rebellerait et il n'a pas envie de voir ses enfants ou ses petits-enfants mourir, etc., pour une cause perdue. Et c'est les guerres que ça amènerait. Donc c'est quelqu'un de très très intelligent. Et je trouve que tous les acteurs font du très très bon travail. Matt Smith, il est remarquable, mais voilà, je ne vais pas tous les citer, ce serait ridicule. Mais voilà une série qui écrit bien ses personnages, qui fait le taf à tous les niveaux. Et je dois dire que j'ai un petit hic sur la fin de l'épisode. J'ai un petit X pour ce qu'il s'y passe. Parce que oui, j'ai lu le livre, pardon. Et donc, je sais comment les choses devaient se passer. Donc, c'est un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Donc, je vous mets dans la description à la fin quand le spoiler sera terminé. Mais normalement, la scène où cet enfant se fait décapiter, il y a Alicent Hightower qui est dans la chambre. Alicent Hightower assiste à la mort de son petit-fils et c'est ça qui rend beaucoup plus fort le Un fils pour un fils, qui est le titre de cet épisode. C'est une vengeance. Et Matt Smith, quand Rhaenyra revient et qu'elle dit « Ok, je veux Aemond, je crois qu'il s'appelle comme ça, je veux Aemond, je veux me venger de lui », eh bien Matt Smith lui va prendre cette information pour la détourner, pour l'amener ailleurs. Il va appeler des hommes à aller tuer cet homme, et ces hommes qui vont cafouiller, qui vont
qui vont se perdre en chemin, qui sont pas des grands combattants, qui vont un peu paniquer, eh bien ils vont mal agir et ils vont aller s'attaquer à plus faible qu'eux. Ils ne trouvent pas le mec en question, eh bien ils vont s'attaquer à un enfant. Et de toute façon, c'est le silence de Matt Smith, parce que c'est le silence de Damon qui va leur dire ok, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ramène quelque chose. Parce qu'ils disent à un moment donné, si on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Et lui ne répond rien. Pour eux, c'est une affirmation qu'il ne faut pas repartir sans rien. Et donc, ils vont agir comme on leur a demandé. Mais ils vont tuer un héritier devant les yeux de la mère qui est traumatisée, qui emmène l'autre enfant. Mais moi, j'ai un problème avec cette scène, déjà de base parce que si on avait respecté le récit, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Tout simplement parce que on aurait eu une Allison brisée et certainement que ça aurait changé tout, même si ça va changer tout à l'avenir. Mais là, il va y avoir autre chose. Avec ce qu'ils ont amené, elle va avoir beaucoup plus de culpabilité que si elle avait été ligotée et qu'elle n'aurait rien pu faire. Ce qu'ils ont amené, c'est des choses différentes. C'est leur choix, mais pour moi, le récit dans le livre était beaucoup, beaucoup plus percutant. Et le fait si elle avait réellement assisté à cette scène, ça aurait été incroyable. Mais moi, le seul problème que j'ai, c'est où sont les gardes? Où sont les gardes dans cette scène? Il n'y a absolument personne pour protéger le roi, la reine, tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette scène hyper étrange? La jeune reine se balade avec l'enfant dans les mains et il n'y a personne pour la seconder, pour l'aider, etc. Elle est toute seule. Ce n'est pas logique. C'est un des rares moments que j'ai trouvé illogique de la série. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont là en fait? Pourquoi eux peuvent se balader et faire ça librement? On aurait une scène sous tension avec des gardes qui auraient fait une ronde, eux qui auraient dû attaquer une Allison qui aurait été prisonnière, ça aurait été grandiose. Là, je trouve qu'on a été un peu vers la facilité quand même. Les gardes sont pas là, bon voilà, ça se passe comme ils le veulent, mais le fait que, et on est toujours dans le spoil, que Allison couche avec son chevalier, Sir Crystal, eh bien ça va faire qu'elle va très certainement culpabiliser, parce que si lui aurait fait sa garde, ce ne se serait probablement pas passé, et puis elle aurait pu agir aussi. Donc c'est certain que pour elle, ça va être un sentiment d'échec, et qu'elle va considérer que c'est sa faute par la suite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera, mais pour ce premier épisode, cette fin ne m'a pas pleinement convaincu, même si pour le reste, je dois dire que si je X sur ce petit passage de scénario qui fait que je préfère le roman à ce qu'ils ont choisi là, et que le fait qu'il n'y ait pas de garde, ça me pose problème. Pour le reste, évidemment, c'est effrayant, c'est angoissant, c'est toujours bien amené. Les deux mecs qui vont tuer cet enfant sont imposants, impactants. Ils ont le corps, le charisme, et puis on entend, on ne voit pas les coups de couteau pour décapiter la tête, mais on entend tout, et c'est encore plus horrible. Et vraiment, encore une fois, Game of Thrones, House of the Dragon, cet univers ne fait pas semblant. Et là, on respecte tout. On va dans la violence médiévale, dans ce qu'a amené George R. R. Martin dans ses récits, et on a tout. On a tout. Les décors sont toujours là, l'univers est toujours présent, on ne le trahit pas, jamais. On va jamais amener des choses qui n'ont jamais été euh, jusque-là présentes dans le récit et dans tout l'univers. Non, on est toujours cohérent avec ce qu'on fait et on fait toujours très attention à comment on amène les choses. On nous montre même un peu plus de Stark ici, on nous promet de belles alliances, les Stark nous manquent et avec cette scène, ça nous fait du bien de les avoir et d'avoir cette voix off au tout début où c'est eux qui parlent. Et voilà, moi je trouve que les Targaryens sont toujours de personnages fascinants, mais vraiment l'univers de Westeros et de George R. Martin, c'est quelque chose d'extraordinaire et cette série en particulier, c'est vraiment du gratin. Donc ne loupez pas House of the Dragon saison 2. Pour moi, c'est vraiment, vraiment du très très lourd. Le générique d'ailleurs, il faut que je parle du générique, j'avais trouvé qu'il n'y avait eu aucune prise de risque dans la saison 1 pour reprendre la musique de Game of Thrones. Et je trouvais que le générique ressemblait beaucoup effectivement à ce qui avait été amené avec Game of Thrones. Ici, on nous montre de magnifiques tissus où on nous représente les grands événements des Targaryens. Et je trouve que pour le coup, c'est très très beau. Et s'il continue comme ça, vraiment, même le générique,
on se délecte. Donc voilà, il n'y a rien à louper avec Game of Thrones. C'est toujours du très très lourd. L'univers House of the Dragon respecte bien ce qui avait été amené. Et ici, avec cette saison 2, on ne fera plus d'ellipse. On va retrouver ce qu'on avait eu avec Game of Thrones, un rythme très lent où les personnages n'avancent pas de 10, 11 ans. Non, non, on est sur du présent et on avance peu à peu. Et on va retrouver ce qu'on avait dans Game of Thrones. Ça a été la promesse du showrunner cette année. Bon, moi j'avais beaucoup aimé les ellipses parce que les personnages grandissants étaient incroyables, mais c'est vrai que retrouver le cœur de ce qui faisait Game of Thrones, eh bien ici, ça va nous faire du bien et j'ai très très hâte de suivre les prochains épisodes. Donc voilà, c'était tout pour moi. Voilà ce que j'avais à dire sur cette grande série, sur cette grande œuvre que HBO nous propose. Et on va pas s'en plaindre, c'est vraiment extraordinaire. Donc vous pouvez vous abonner, commenter, me faire part de vos retours, si vous avez aimé ou pas la série, si vous en avez ras-le-bol de Westeros, vous avez le droit de le dire. Quel est votre personnage préféré? Voilà, racontez-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Vous aimez, vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Et puis on se dit à très vite.